quand je dis on en est incapable, on en est incapable aujourd'hui et on en sera incapable dans 10 000 ans, même si les ordinateurs qui sont là progressent infiniment. Si on fait progresser les ordinateurs à la vitesse à laquelle ils progressent, dans 1000 ans, on sera peut-être passé de 30 particules à 40, mais certainement pas à 10 puissance 24. Ça, c'est hors de question. Voilà. Alors, bon, ça pose quand même un peu des problèmes, hein, donc du point de vue du physicien, il y a plusieurs approches à ça. Enfin, souvent, on a une approche un peu réductionniste, on aime bien comprendre le macroscopique en ayant une compréhension profonde microscopique des systèmes. Alors, il y a une solution qui a été proposée pour ça, qui est de construire au laboratoire ce qu'on appelle un simulateur quantique. Alors, prenons un exemple de ce que ça veut dire, et qui est aussi un exemple typique de démarche scientifique, enfin, en tout cas en physique. Vous avez un phénomène que vous observez, et le phénomène, en l'occurrence, que je vais décrire, je ne vais pas vraiment décrire, mais que je mentionne, c'est ce qu'on appelle la supraconductivité à haute température. La supraconductivité, c'est le phénomène que vous observez pour certains métaux à très basse température, où vous constatez que l'électricité peut se propager dans les conducteurs sans aucune résistance. Donc il n'y a plus d'effet joué. La résistance électrique est strictement zéro. C'est pas zéro à peu près, elle est strictement zéro. Bien. Alors le problème, c'est que ça, c'est si vous voyez du cuivre, par exemple, ça va devenir supraconducteur à très basse température, quelques Kelvin typiquement. Le seul problème, c'est que c'est pas très pratique pour des applications. On voudrait par exemple stocker de l'électricité. Donc les gens essayent de regarder s'ils ne peuvent pas construire des matériaux qui seraient aussi supraconducteurs, mais par exemple à la température de la pièce. Là, pour le coup, les applications se viendraient énormes pour stocker de l'électricité. Alors, les gens ont observé quand même au début des années 90, je me souviens bien, fin des années 80, la supraconductivité haute température dans certains alliages horriblement compliqués. En général, c'était plus ou moins par hasard, en tout cas au début. Et l'alliage, ben, là vous en avez une, alors vous voyez peut-être rien, mais c'est la structure de maille d'un de ces composés bizarres. Donc ça s'appelle Ibaclo, il y a du ferrium, du barium, du cuivre, de l'oxygène, tout ça dans une matrice qui a une forme pas possible. On sait écrire les équations, on est incapable de les résoudre, le truc est beaucoup trop compliqué. Donc que fait le physicien? Le physicien vient de faire une expérience, il a découvert un phénomène, en l'occurrence la supraconductivité haute température dans un alliage à la journée. Et il se dit, bon, comment est-ce que je peux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a la supraconductivité dans mon matériau? Ben, il va faire une simplification. Il va se dire, bon bah, ok, faisons très simple, supposons juste que tout ce que j'ai besoin de mettre dans mon modèle, c'est l'électron qui passe d'un des atomes de cet alliage bizarre vers un autre atome. Mais par exemple, quand il atteint l'atome de cuivre ou l'atome d'oxygène, ils ne vont pas avoir, les deux électrons qui arrivent au même endroit, n'auront pas exactement la même interaction. Il va écrire des équations, alors je ne vous demande surtout pas de comprendre ce que c'est ces équations, c'est juste des trucs à coucher dehors, mais ils les écrivent et ils ne savent pas les résoudre. Alors c'est un problème parce qu'en fait, comme ils savent les résoudre, c'est un modèle extrêmement simplifié de ce qui est censé se passer. Si vous êtes capable de résoudre ça, vous pouvez vous demander, est-ce que mon modèle très simple reproduit l'existence de la supraconductivité? Et donc c'est là que tout s'effondre, parce qu'en fait, non, il n'y a plus de produit, on ne sait pas le faire, on ne saura jamais le faire. Donc ils se disent, bon ben voilà, puisque maintenant les expérimentateurs sont capables de fabriquer, de contrôler de manière très précise des interactions entre les atomes, est-ce que je ne peux pas aller au laboratoire, construire un système complètement artificiel, mais qui pour le coup est complètement piloté et uniquement piloté par cette équation? À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous regardez le système et vous faites une mesure sur ce système artificiel. Et vous voyez bien si ce que ça vous sort, c'est il y a de la supraconductivité ou il n'y a pas de supraconductivité. C'est un peu simplifié tout ce que je vous raconte, mais enfin en gros c'est ça l'idée. Ce truc-là, c'est l'équivalent d'ordinateur, sauf que l'ordinateur il ne sait pas le calculer, vous avez fabriqué un simulateur quantique de cette équation-là. Encore une fois, c'est un système artificiel. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que tout ce que je vous ai raconté depuis le début, c'est précisément ce que ça fait. Je prends par exemple ma petite matrice en 1000 abeilles, un atome à l'intérieur. Je suppose que je suis capable d'avoir la bande d'interaction de Van der Waals, donc je vous ai montré qu'on pouvait la contrôler. Et puis j'envoie des lasers dessus. Et bien en pratique, l'hamiltonien, pardon, donc je ne vais pas utiliser, excusez-moi, l'équation qui gouverne ce truc-là, c'est ce machin, donc qui ressemble à rien, mais ce n'est pas le problème, c'est l'équation qu'utilisent tous les théoriciens pour essayer de comprendre les propriétés magnétiques de certains alliages, qui ne savent pas résoudre, et que donc on a un système avec une centaine de particules, donc bien plus que ce qu'ils peuvent espérer calculer, qui nous permettrait de comprendre un peu mieux les propriétés du magnétisme. Alors vous me direz, bon tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, il y a un certain nombre de problèmes très pratiques où on serait bien content d'avoir la solution. Le premier, j'ai déjà mentionné, c'est celui de la supraconductivité haute température. Quelle application possible? Ben, si on y arrive à avoir un supraconducteur à 25 degrés Celsius, on va résoudre le problème de stockage d'électricité.
collier, il se trouve qu'on ne comprend pas bien les propriétés de conduction des métaux. Parce qu'on comprend bien quand le métal est complètement pur, le problème c'est que les métaux ne sont pas complètement purs. Il y a toujours des petites occlusions de quelque chose, et par conséquent il y a du désordre, dû au fait qu'il y a un atome de je ne sais pas quoi qui est coincé dans la main. Dans ces cas-là, on ne comprend plus pourquoi est-ce que le métal conduit comme il doit conduire. Donc, si on est capable de simuler avec tout ce que je viens de vous raconter avant ça, on peut peut-être espérer obtenir des agages ou des métaux qui auraient des propriétés de conduction plus importantes, c'est-à-dire essentiellement des résistances plus faibles. Un autre exemple, c'est celui que je vous ai mentionné tout à la fin, c'est l'idée de comprendre mieux le magnétisme quantique, c'est-à-dire d'essayer de fabriquer des aimants qui, par exemple, seraient plus performants et des magnétisations plus grandes. Alors à quoi ça sert ça? On a toujours l'impression qu'il y a jamais de problème en ingénierie, mais c'est pas vrai. Donc j'ai pas d'action chez Alstom, donc je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça c'est les nouveaux trains que la SNCF a mis en place depuis en gros un an, donc qui ont développé sur les 10 dernières années, qui ont une nouvelle technologie de moteur électrique basée sur des nouveaux types d'aimants permanents qui ont été donc obtenus par l'industrie. Alors je ne suis pas en train de vous dire que la simulation quantique a permis à la SNCF de faire rouler de nouveaux trains, c'est pas ce que je dis. Pour l'instant, la simulation quantique n'est pas encore capable d'obtenir celui-là, mais elle aimerait bien y arriver. Voilà. Donc ça, ce sont donc quelques applications qui peuvent avoir des vrais impacts. Deuxième exemple, et ce sera le dernier, un exemple qui est assez futuriste, il faut qu'on vienne de dire, c'est-à-dire plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne, c'est comme après. Donc, c'est le problème de l'ordinateur quantique. Donc, quelle est l'idée de l'ordinateur quantique? Je pense, pour moi, la façon la plus convaincante d'introduire l'idée de l'ordinateur quantique, c'est la suivante. Depuis à peu près une cinquantaine d'années, on constate un doublement de la densité des transistors sur les hardware des ordinateurs, je peux vous dire ça en français, tu vas voir, disons sur les disques durs d'ordinateur, parce que les disques durs sur le jeu qui calcule, là, je vais trouver le nom, ne vous inquiétez pas. Vous constatez donc que tous les 2 ans, vous êtes capable de placer 2 fois plus de ces petits transistors. Donc en gros, vous êtes capable de doubler la puissance de calcul tous les 2 ans. C'est une loi qui a été proposée par un monsieur qui s'appelait Moore en 1965, un monsieur qui travaillait chez Intel à l'époque, et qui travaille toujours chez Intel, il est très vieux maintenant, et qui n'a jamais été mise en défaut jusqu'en fait, en gros, 2014. Au début, on commence à avoir une inflexion, et je vais vous expliquer pourquoi. Et en gros, ce qui est très spectaculaire, c'est de voir que le premier transistor fabriqué par Bardeen, Bradley et Schottler en 1947, c'était quelque chose qui avait une taille à peu près 10 cm, c'est-à-dire à peu près ça avait cette taille-là. Le plus petit transistor qu'on sait produire en 2015, ça vient juste de sortir, c'est un truc à 14 nanomètres de taille. D'accord? Donc en gros, ça suit cette loi. Et c'est ça qui a permis évidemment d'obtenir des ordinateurs que vous avez posé sur le bureau, vous pouvez pas toucher. Donc évidemment, il y a une question qui se pose. Si j'extrapole cette loi, il va quand même y avoir un problème, parce que la taille du transistor, ça ne va plus être 14 nanomètres, ça va maintenant être la taille d'un atome. Or là, je sais que toutes les lois de l'électricité, je vais vous décevoir, mais toutes celles que vous utilisez, vous apprenez avec beaucoup de difficultés, elles ne sont plus vraies. C'est peut-être un soulagement. Et donc, il va falloir apprendre autre chose. Donc du coup, on a renversé l'argument et on se demande, puisqu'en dessous du nanomètre, de toute façon, le monde devient quantique, toutes les lois d'électricité qu'on a apprises deviennent fausses, est-ce qu'on a une manière d'utiliser de manière astucieuse la physique quantique pour calculer, par exemple, de manière plus efficace? Et bien, la bonne nouvelle, c'est que oui. La bonne nouvelle, c'est que l'ordinateur quantique promet en effet de faire des progrès assez fantastiques. Alors, là, moi je ne suis pas un spécialiste de ce domaine-là, c'est un domaine très compliqué et algorithmique, mais en gros, vous avez en mathématiques 2 types de problèmes, 2 exemples typiques de problèmes horriblement difficiles qui sont des vraies applications pratiques. Le premier problème horriblement difficile, c'est celui de la factorisation du nombre en produit de facteurs premiers. Ça veut dire quoi? Donc, l'exemple le plus simple, 15 c'est 3 x 5, donc 3 et 5 sont des nombres premiers, et 15 c'est pas un nombre premier. Évidemment, ça n'a aucun intérêt à ce niveau-là. Par contre, quand vous obtenez un nombre de 400 chiffres, là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on ne sait pas, en gros, on estime qu'il faudrait 10 milliards d'années pour factoriser, avec les algorithmes classiques actuels, un nombre de 400 chiffres. Bon, ça c'est un premier exemple. Et pourquoi c'est intéressant ça? Parce que cette difficulté algorithmique est celle qui vous assure la sécurité, par exemple sur Internet, à chaque fois que vous rentrez votre code de carte bleue. D'accord? Parce que c'est extrêmement difficile, l'algorithme est basé sur cette difficulté algorithmique.
Il y a un autre exemple de problème redoutable en mathématiques, c'est le problème de recherche dans des listes. Et là, vous faites ça toute la journée, vous allez sur Google et vous tapez un truc, c'est ça que ça fait. Il faut que ça aille chercher l'information instantanément de la manière la plus efficace possible. Et ça, c'est un problème extrêmement difficile. Il a été proposé donc, en 1985 par un monsieur qui s'appelle David Deutsch qu'en utilisant la logique quantique, dont je vous dire un mot dans un instant, on serait capable de modifier la difficulté algorithmique des deux problèmes que je vous ai posés. C'est-à-dire qu'un problème qui, par exemple, impliquerait une taille du calcul qui varie exponentiellement en fonction de la taille du nombre que vous voulez factoriser, vous êtes capable de passer de cette dépendance exponentielle à une dépendance qui est quand même violente, mais beaucoup moins, qui serait une dépendance polynomiale. Voilà. Donc de cette manière-là, les 10 puissance 10 ans, les 10 milliards d'années qu'il faudrait pour factoriser un nombre de 400 chiffres deviendraient 3 ans. Ça reste long, mais c'est quand même un gain absolument spectaculaire. Voilà, donc il y a des algorithmes qui ont été créés, il y en a certainement deux, short et gros. Alors, pour que je vous dise un tout petit mot, ça va être très bref, de comment est-ce qu'on compte en binaire et pourquoi est-ce que c'est potentiellement plus efficace. Ça va précisément utiliser les superpositions bizarres dont je vous parle depuis le début, l'atome qui peut être à la fois dans l'état du haut et dans l'état du bas. Alors, reprenons déjà le truc de base qui est le binaire classique. Donc, si vous, alors, bon, vous êtes de la génération après les disques durs, c'est plutôt des mémoires flash, autre chose, mais peu importe, tout ça est quand même toujours codé en binaire. Sur les disques durs, c'était codé sur l'aimantation des disques durs, soit l'aimantation pointée vers le haut, soit un pointé vers le bas. Vous décidiez que vous appeliez bit 0 l'aimantation qui pointe vers le bas et bit 1 celle qui pointe vers le haut. Et tout ça, ça vous formait les bits classiques, et de cette manière-là, vous pouviez coder les nombres en binaire. En physique quantique, on se dit, il n'y a qu'à faire la même chose. Je prends un système et je suppose qu'il a que deux niveaux d'énergie. L'état du bas, je vais l'appeler 0. Je vais mettre entre crochet avec des trucs. Je ne cherche pas trop à savoir pourquoi j'ai fait ça comme ça, c'est juste pour dire c'est quantique. Et puis il y a l'état du haut qui est l'état 1. Et maintenant j'utilise cette propriété bizarre de la physique quantique qu'en plus j'ai le droit de le trouver dans n'importe quelle des superpositions du 0 et du 1. Il y a, oui, bon, et alors. Donc ça fait un bit quantique. Alors, sur un seul atome, ça n'a aucun intérêt. Mais sur beaucoup d'atomes, ça se met à avoir un intérêt immédiat, parce que supposez que vous preniez par exemple 3 atomes. L'état quantique de 3 atomes, il a le droit d'être dans une superposition d'avoir le premier atome dans un état excité, les deux autres dans l'état fondamental, et en même temps, le premier dans l'état, enfin tous les atomes dans l'état fondamentaux, et ainsi de suite. Sauf que tout ce que je vous ai écrit là, c'est juste le codage binaire du nombre 0, 1, 2 jusqu'à 7. Ça veut dire que sur n atomes, je suis capable de coder en même temps, simultanément, 2 puissance n nombres. Donc c'est extrêmement efficace. Sinon, classiquement, il faudrait que je répète avec une mémoire quantique 2 puissance n fois le codage. Du coup, si maintenant je fais un calcul, par exemple, de calculer le carré d'un nombre, c'est très facile, j'applique ma multiplication sur tous les nombres à la fois, et donc je fais le calcul en parallèle. Je fais le calcul sur 2 puissance n nombres simultanément. Alors vous me direz, d'accord, mais après vous avez la superposition des 2 puissance n résultats, ça vous fait une belle jambe. Et effectivement, c'est un peu un problème. Donc les algorithmes sont dessinés de telle sorte que le résultat à la fin va vous donner exactement ce que vous cherchez. Et vous voyez que c'est ce parallélisme qui est basé sur ce ridicule de Schrödinger, qui est la superposition des états, qui permettrait à l'ordinateur quantique d'être plus puissant. Voilà, alors pour faire ça, de quoi est-ce qu'il suffit de savoir faire? On a un atome, il suffit de savoir le préparer dans une superposition d'états. Or ça, c'est précisément ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous savez préparer 0 plus 1, c'était les oscillations de Rabi. Et puis, il faut aussi pouvoir réaliser l'équivalent des portes logiques classiques, c'est-à-dire les portes NAND, les portes NOR, enfin, tous ceux d'entre vous, quand on fait, ça vous évoque peut-être quelque chose. Et pour ça, on montre qu'il suffit de prendre deux atomes et de contrôler leur interaction. Chacun des atomes, c'est un bit quantique, et vous avez le résultat d'un des bits quantiques qui dépend du résultat de l'autre bit quantique. C'est une logique conditionnelle. Et donc ça, nous, on a montré avec les interactions contrôlées au laboratoire, je vous ai montré tout à l'heure, on avait été capable de réaliser une version élémentaire de cette petite porte logique. Voilà. Donc on n'arrive pas encore à avoir des quantum Mac, mais enfin, peut-être qu'un jour, ou des quantum Windows, qui ne s'en rappellent pas. Voilà, donc, le problème, c'est que pour l'instant, l'ordinateur quantique, ça ressemble à ça. Donc, c'est pas très portatif encore. Donc, ça, c'est un exemple de table optique que vous trouvez si vous visitez des labos chez nous, par exemple. Donc là, mais enfin, ça, c'est dans un laboratoire allemand. Donc, il y a beaucoup de montures de miroirs. Il y a des
des boîtes bleues, c'est un laser qui coûte 100 000 euros quand même, donc il y a beaucoup de matériel sur la table. Il y a des cavités pour essayer d'asservir les fréquences des couleurs des lasers, donc c'est des espèces de boîtes symétriques numéro. Voilà, et jusqu'à présent, on sait faire ça pour à peu près une petite dizaine d'atomes. En gros, l'ordinateur quantique il existe déjà, simplement il n'a que 10 000 points. On n'est pas très loin avec ça pour l'instant. Je vous rappelle quand même qu'en 1946, voilà à quoi ressemblait un ordinateur. Donc évidemment c'est le Moyen-Âge, mais néanmoins, l'ordinateur aux États-Unis, ENIAC, il était capable de faire 5000 additions par seconde, c'est pas rapide, et les divisions c'est quand même plus dur, donc il n'en faisait que 38. Il dépensait 150 watts électriques, pardon, il pesait 30 tonnes, et ça couvrait une surface de 167 mètres carrés. Donc vous voyez quand même qu'en 50 ans, enfin plus que ça, 70 ans, on a quand même fait un nombre de progrès assez faramineux. On peut espérer qu'avec l'ordinateur quantique, ça va être pareil. Même si les progrès sont quand même plus difficiles à obtenir. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà entendu parler, il y a une boîte, c'est toujours intéressant du point de vue de l'économie des sciences. Il y a une compagnie canadienne, il y a quelques années, qui a dit, mais en fait, moi j'ai créé un ordinateur quantique. Voilà. Vous le vend, alors ils vous le vendent pour très cher, hein, une dizaine de millions d'euros. Ça s'appelle D-Wave. Et ça permettrait déjà de manipuler 512 bitcoins. Ça, c'est ce qu'ils ont fait sur le papier. Alors, c'est basé sur une technologie qui est pas celle que je vous explique ici, mais peu importe, ils ont une façon de le faire. Le seul problème, c'est que ces gens qui veulent vendre très cher un ordinateur, ils disent, moi j'ai l'ordinateur quantique, personne n'est capable de décider aujourd'hui si effectivement c'est un ordinateur quantique. Donc on a en plus un problème, c'est qu'on voudrait construire cet ordinateur, mais on n'est pas exactement capable de savoir quel type de questions va falloir qu'on lui pose pour montrer que ça en est vraiment un ordinateur. C'est quand même un problème. Ceci dit, ça n'empêche pas les gens de la NSA de commencer à planifier d'une crypto-apocalypse. Et donc, ils se disent, alors attention, il y a maintenant ce nouvel ordinateur, on est sur le point d'avoir un ordinateur capable de factoriser des grands nombres, et donc de casser tous les codes sécurisés sur Internet. Donc ils sont en train de mettre des millions d'euros pour essayer d'éviter la crypto-apocalypse. Bien, je crois que j'arrive à la conclusion maintenant. Et en guise de conclusion, je vais revenir quand même sur ce problème du paradoxe du chat Schrödinger. Je reprends la question initiale, qui était la question posée par Schrödinger. Pourquoi n'observe-t-on jamais un chat dans le fond? Je vous ai montré quand même sur des petits systèmes très élémentaires contenant moins d'une dizaine de particules, on pouvait faire des superpositions quantiques. Plus ou moins ok, vous oubliez le coup de Wave, on ne sait pas trop ce que ça fait. Le problème c'est qu'un chat c'est 10 puissance 26 atomes, donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on observe le chat? Alors il y a deux réponses à ça et on ne sait pas laquelle des deux est la bonne. En tout cas, c'est les deux seules réponses à laquelle on est parvenu à arriver jusqu'à présent. La première, qui est une sorte de supposition, c'est qu'en fait ces superpositions d'états, elles deviennent de plus en plus fragiles quand vous faites grossir la taille du chat. Quand il y en a 10, ça va encore, quand il y en a 20, ça va un peu moins bien, quand il y en a 10 puissance 26, là, ça va plus bien du tout. Donc en fait, vous ne voyez pas. C'est-à-dire que le chat, il est dans une superposition, mais pendant un temps très court. Alors ça, ce serait une possibilité, on ne sait pas si c'est la bonne. C'est celle qui suppose que la physique quantique doit être vraie, même à notre échelle. Donc là, vous pouvez extrapoler la physique quantique de 2 atomes jusqu'à la physique quantique de 10 puissance 26 atomes, mais c'est la même physique quantique. Il y a une deuxième possibilité, qui est tout simplement que la physique quantique à notre échelle, elle ne marche juste pas. Ça, on ne sait pas, parce qu'on n'a jamais réussi à construire des systèmes quantiques suffisamment gros qui posséderaient cette propriété de superposition jusqu'à l'état qui fera intervenir 10 puissance 26 atomes. Voilà. Donc, la question c'est, y a-t-il une transition entre un monde quantique ou un monde classique, ou est-ce que c'est juste qu'on y passe de manière quantique? Et donc, en fait, il y a une question assez fondamentale à laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui, et il existe beaucoup de gens dans les laboratoires. C'est finalement les laboratoires qui vont vraiment essayer de répondre à ça. Il faut juste faire grossir la taille des atomes. Nous, c'est ce qu'on essaie à notre faire à notre humble échelle. Pour l'instant, on n'est quand même pas très loin, on est à 30, donc encore une autre. Et ça arrive. Voilà, je termine juste en redonnant la parole à Hans Dennett, parce que quand même, quand on fait de la recherche, il y a toujours petit aiguillon quand même intellectuel, et ça, donc c'est la situation de Dennett que je trouve extrêmement impressionnante, parce que c'est la première phrase d'un des articles scientifiques, donc pour ceux qui connaissent le Physical Review Letter. Un scientifique aujourd'hui n'oserait démarrer, envoyer les demandes de financement à une agence avec une première phrase comme ça, de démarrer un article comme ça. Il dit donc, en prenant l'attitude que la poursuite d'un idéal aussi fondamental que l'obtention d'une seule particule atomique au repos dans l'espace est un défi intellectuel qui en vaut vraiment la peine,
nous allons démarrer des expériences dans cette direction. Aucun de mes collègues, ni moi, ne sont d'accord, nous aurons les nerfs pour écrire ce genre de choses. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci infiniment Antoine. La parole est à la salle, donc si vous avez des questions, après avoir posé des questions en suppléance à tes profs, peut-être qu'ils veulent en poser. Non. Qui veut prendre la parole pour la première question? L'ordinateur quantique que vous dites existant avec la société canadienne, est-ce qu'il est à l'état de plan qu'il propose de vendre à 10 millions ou il a été construit? Dans ce cas-là, les codes sont déjà en quelque sorte craqués, mais ils sont les seuls à en profiter. Non, c'est qu'en fait, l'ordinateur quantique, c'est quelque chose dont les gens parlent depuis à peu près 25 ans. Ça a généré beaucoup d'excitation. Bon, quand on fait de la recherche, il faut quand même être finance. On demande de l'argent et un des buts de la physique que nous on fait, c'est de dire un jour peut-être on pourra avoir un ordinateur quantique. Si c'est politicien, ils veulent un peu d'argent, ça fait masse en France. Et voilà. Et donc quand vous avez une boîte qui vient vous affirmer, savez, moi je l'ai, l'ordinateur quantique, évidemment, ceux qui vous donnent de l'argent, ils disent, vous faites quoi? Maintenant, on vous donne de l'argent. Le seul problème, c'est que pendant très longtemps, les physiciens pensaient qu'ils savaient ce que c'était qu'un ordinateur quantique. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il suffisait d'essayer de factoriser un grand nombre, et ça suffirait pour prouver que le truc va plus vite qu'un ordinateur classique. En fait, il se trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et les gens, encore une fois, essayent de poser à l'ordinateur qui existe. Le truc a été construit, il y en a 4 ou 5 exemplaires, à l'université de Berkeley, il y en a un possédé par Google, il y en a un possédé par NSA. Ils essaient de poser un certain nombre de problèmes et ils posent la question, le même problème à l'ordinateur classique et à l'ordinateur quantique. Ils essayent de voir dans quel cas il y en a un qui va plus vite que l'autre. Et actuellement, il n'y a pas de réponse franche définitive. Et en fait, ce qu'on ne sait pas complètement bien, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte qui dit on est. Je ne veux pas dire, évidemment, ce truc est breveté. Je caricature un peu parce que il y a quelques physiciens qui finissent par déformer dans la machine. Mais encore une fois, finalement, ce concept d'ordinateur quantique, il est beaucoup plus sophistiqué que ce que j'ai bien voulu vous montrer par le transparent. Je vous ai dit, la logique quantique, c'est miraculeux, ça permet de factoriser des choses. Donc la réponse est oui, il existe, et deux, pour l'instant, on ne sait pas s'il est quantique. C'est encore une réponse bizarre à la... Donc normalement, tu devrais complètement satisfait par la réponse. Et avoir ta tête, je pense que... Je sais pas. Les gens, la dernière conférence à laquelle j'ai participé là-dessus, c'était il y a quelques mois, il est en train de poser des questions, et là, devant son bureau, il pose des questions. De temps en temps, c'est l'ordinateur classique qui est plus rapide, de temps en temps, l'ordinateur quantique. Je pensais que le problème était bien posé, manifestement, c'est plus subtil que ça. Autre question? Non, moi j'entends rien, pardon. Donc, est-ce que vous pensez que la physique quantique, c'est juste en fait un modèle qui fonctionne à échelle microscopique ou à l'échelle du nanomètre? Ou est-ce que vous pensez que c'est un modèle qu'on peut en fait appliquer à l'échelle? Quelle est votre théorie? Moi je suis expérimentateur, je suis très prudent sur ces trucs-là. Moi mon sentiment c'est que la physique quantique est vraie à toutes les échelles. Et je n'ai rien pour prouver ce sentiment. C'est juste que ce que je sais de la première hypothèse qui a été évoquée, qui est plus je fais grossir la taille de la superposition. Je t'ai dit qu'il faut superposer une petite dizaine, une petite vingtaine de particules, je ne peux pas faire de superposition, trouver un chat mort et vivant. Les gens ont fait des expériences au laboratoire où tu montres que plus tu fais grossir la taille du système, on peut passer de 2 atomes à 4 atomes à 10 atomes, plus le temps qu'il faut pour que le système ait l'air classique diminue.
Et si je faisais le cas sur un chat, par exemple, avec 10 puissance 26 particules, je trouverais qu'en un temps de l'ordre de 10 puissance moins 50 secondes, donc à ce stade-là, ça ne veut rien dire, il deviendrait instantanément classique. Donc, ce que moi je sais de la physique quantique semble m'indiquer qu'on passe continuellement du monde classique au monde quantique. Je ne peux pas dire, il y a un moment, il va y avoir une échelle à laquelle ça ne va plus être vrai, et je vais être obligé d'abandonner complètement la physique classique et de devenir vraiment complètement quantique. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Et j'ai aucune manière de... Non, il faut venir faire de la recherche. Il y en a pour des siècles et des siècles. On va pouvoir répondre à cette question, je pense. Après, la théorie quantique, c'est comme toutes les théories. Hein. Je veux dire, vous avez appris la mécanique de Newton, et vous avez bien vu qu'elle a ses limitations. Il y a un moment, il faut passer à la mécanique